Ok, bah, bienvenue à tous et à toutes d'un peu partout dans le monde, hein. Pour ce troisième en fait chat au cours de cette session de nos MOOC. On en a eu un il y a, je crois, 15 jours, 3 semaines en français, un autre la semaine dernière en anglais, et puis de nouveau celui-ci. Alors celui-ci, il se veut un petit peu particulier parce qu'on aimerait le rendre un peu thématique, parler de la gouvernance, comme ça a été exposé dans le email d'invitation. Mais évidemment, on n'est pas obligé de se limiter à ça. Mais enfin, ça serait bien d'aborder ce sujet qui est vraiment essentiel. Et on a la chance, le plaisir d'avoir avec nous donc Paul Ndiaye de Dakar. Enfin, j'imagine qu'il est assis à Dakar et qui est un professeur de l'université Cheikh Anta Diop et qui, si vous avez fait le MOOC gestion des aires protégées, bah, vous l'avez eu comme enseignant. Donc, sur le module gouvernance, justement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir profiter de son expérience et de sa présence pour parler de ce sujet. Mais évidemment, s'il y a d'autres sujets pressants, on est là aussi pour ça. Voilà. Paul, tu veux dire quelque chose pour qu'on soit sûr que tu nous entends et que tu peux parler? Je dis bonjour d'abord. Et heureux d'être vous, mais je rectifie une chose que tu as dite sur moi. Je suis plutôt un ancien professeur de l'Université de Dakar, et ça fait 8 ans que je suis retraité. Oh. Bon, j'ai l'impression que c'était hier. Moi aussi. Ok, ok. Mais tu es quand même bien assis à Dakar. Je crois que tu reconnais mon bureau quand même. Oui, 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 Je suis exactement. Donc, voilà. toujours dans Donc, l'Université de Dakar, bien que je sois retraité. Je n'arrive pas à m'évader. d'accord. Donc, Paul est toujours dans son bureau 8 ans après avoir quitté l'université. Donc, si vous cherchez un Exactement. endroit pas trop cher pour vous installer, ben, vous allez à l'université Cheikh Anta Diop. Vous pouvez rester pendant 8 ans dans le bureau. C'est quand même super. Hein, je vais bientôt Bienvenue. venir te voir. OK. Bon, eh ben, écoutez, le mieux, c'est de prendre vos questions, si vous en avez. J'espère que vous en avez. Je suis sûr que vous en avez. Questions, remarques ou commentaires, hein, que ce soit sur le cours ou, enfin, en général, mais essentiellement, si possible, sur la gouvernance. Et pour ce faire, le mieux, c'est de lever la main, si vous pouvez, qu'on vous donne la parole. Est-ce que je peux dire alors quelque chose rapidement? Ah ben oui, Des, pas mal de personnes croient que je sais tout, alors que moi, je sais tout ce que je ne sais pas. Et mon expérience n'est pas illimitée, elle est plutôt sénégalaise, un peu plus ouest-africaine, un tout petit peu plus encore peut-être africaine. Bon, mais au-delà, ça devient impossible. Mais je suis quand même heureux de parler avec ceux qui sont l'avenir, c'est-à-dire en formation et qui vont s'activer sur le terrain. Moi, c'est le passé, eux, c'est le futur. On va essayer de faire une passerelle. Merci. voilà. Oui, mais de toute façon, en matière de gouvernance, personne ne peut être omniscient, hein, parce que de gouvernance en général, mais en particulier des aires protégées, parce que évidemment, les contextes sont tellement différents d'un continent à l'autre, n'en parlons pas, mais même au sein du continent africain, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest n'est pas du tout ce qui se passe en Afrique australe en termes de droit, d'histoire. Donc la gouvernance est évidemment largement impactée par ça. Et même en Afrique de l'Ouest, entre les pays francophones et anglophones, on sait très bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de différences d'approche, de culture, de méthodes, etc. Bon, ça, donc, non seulement on ne peut pas demander à Paul de tout savoir sur tout en Afrique, mais surtout, chacun d'entre vous qui est là peut venir avec sa propre expérience et son propre témoignage de ce qui se passe chez lui. C'est plutôt ça qui nous intéresse, hein, au demeurant, hein, parce qu'il y a certainement des gens autour de la table là, d'un peu partout en Afrique. Alors, puisqu'il n'y a pas vraiment de questions directes, moi j'en ai une, mais pas tellement pour toi, Paul, plutôt pour les étudiants, pour certains étudiants qui voudraient bien y répondre, à savoir,
de savoir les problèmes de gouvernance pour ceux qui sont impliqués dans la gestion d'aires protégées, les problèmes de gouvernance que vous rencontrez. Ma question est simple, hein. Elle n'est pas si simple à répondre, mais qu'est-ce que vous identifiez dans les problèmes que vous rencontrez dans les parcs où vous travaillez, de près ou de loin, que vous pourriez rattacher à de la gouvernance, en fait, et non pas simplement, il n'y a pas d'argent, alors on ne peut pas travailler, je ne sais pas, il pleut tout le temps, alors on ne peut pas sortir dehors. Non, ça, ce n'est pas de la gouvernance. Qu'est-ce que vous identifiez comme étant un problème de gouvernance et qui vous pose un problème dans la conservation du ou des parcs où vous avez la chance de travailler, quelle que soit la région du monde, hein. Est-ce que quelqu'un voudrait nous partager une expérience? Je suis sûr que vous en avez des expériences. Ouh. Je ne vais pas vous parler de mon expérience parce que ça serait encore… je vais avoir l'impression de radoter. C'est très, très gênant passer un certain âge. Non? Vous n'avez pas d'angoisse? Ah oui, Jacques. Jacques, du Burkina peut-être. Non, mets ton micro. Jacques, mets ton micro. Oui, bonjour à tout le monde et les participants. Moi, c'est Jackson, je suis en RDC, et plus particulièrement dans la province du Nord Kivu et en territoire de Beni. Je suis apprenant des MOOC. J'ai commencé récemment et je suis content de participer aussi à ces rencontres ici. En fait, je suis un riverain du parc national de Virunga, Penvi, secteur nord, et il y a un petit problème, si je peux dire un petit problème de gouvernance par rapport à la gestion. Il y a les cultivateurs qui sont à côté, juste, qui sont limitrophes du parc et dont les éléphants traversent pour ravager les cultures de la communauté. Maintenant, je voulais juste savoir ces problèmes-là, comment on peut juste résoudre et comment on peut parvenir à concilier, donc à marier la communauté et la gestion durable du parc. C'était juste ça un peu ma préoccupation et donc savoir comment on peut parvenir à concilier ou à marier l'idée de la communauté avec ceux du parc par rapport à ces thématiques, à ces problèmes. Parce que des fois, les gestionnaires des parcs ne s'intéressent pas aux problèmes de la communauté. Quand il y a ces éléphants, quand ils ravagent les cultures des paysans, donc il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas d'échange avec la communauté et essayer de voir la quantité ou essayer d'évaluer les problèmes. Maintenant, la communauté n'est pas du tout d'accord avec ce type-là de conservation. Donc, je voulais juste savoir comment on peut juste parvenir à convaincre la population communauté à une bonne gestion et à s'approprier de la conservation de la biodiversité. Merci. Ok, merci beaucoup. Bon, il y a plusieurs questions dans la question, mais on va l'aborder sur la deuxième partie de la question de Jackson. On reviendra peut-être sur la première partie. La première partie, c'était les conflits hommes et animaux, ou en particulier hommes-éléphants dans ce cas-là, qui relèvent plus de la gestion et autre chose. Et la deuxième partie, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens se parlent, en fait, pour faire un résumé abrupt de ce qu'a dit Jackson. Comment est-ce qu'on fait dans Godefroy, mets ton micro off là, parce que sinon on ne peut pas s'en sortir. Donc, la deuxième partie, c'est bien ça. C'est comment est-ce qu'on fait pour que les gens se parlent et face à un problème qui est vraiment un vrai problème. Et vous êtes très nombreux d'ailleurs à souligner ce type de problème, hein, les conflits hommes-animaux, quels que soient les animaux en cause.
dans le forum, dans les différents forums des différents MOOC, mais en particulier du GAP. C'est un problème qui revient très souvent. Mais sans parler de ça, qui est de la technique, et en donnant la parole à Paul, comment est-ce qu'on peut, il n'y a pas forcément de recette, mais comment est-ce qu'on peut favoriser cette compréhension mutuelle par les deux parties ou plus d'un problème qui est un vrai problème et qui parfois, comme l'a dit Jackson, est tout simplement ignoré par les gestionnaires parce que finalement, ce n'est pas forcément leur priorité ou leur problème. Bon, je vais essayer de répondre, bien que le contexte de l'Afrique centrale ne m'est pas très familier. Par expérience, pour avoir travaillé pratiquement toute ma carrière, au moins sur deux parcs qui sont au Sénégal. C'est le Niokolo, qui est le plus grand, hein, et le parc, du moins la réserve naturelle de Popenguine, qui est l'une des plus petites réserves, à peu près 1000 hectares. Hein. Donc, aux deux extrémités, pour le Niokolo, depuis son classement, c'est-à-dire en 1954, et sa reconnaissance comme site du patrimoine mondial en 71, donc ça fait déjà plus de 50 ans. Le problème s'est posé et est toujours incomplètement résolu. Par contre, de l'autre côté du Sénégal, pratiquement à proximité de Dakar, hein, 60 km, il y a eu une expérimentation de cette relation entre communauté riveraine et réserve. Mais à la différence du Niokolo, où il y avait quand même de la faune en 54, ce qui justifiait son classement en parc national, puis après en site du patrimoine, Popenguine était complètement vidé, détruit et donc à restaurer. C'était une forêt classée qui avait été pratiquement vidée, hein, et qu'il a fallu restaurer. Mais pour cela, un des objectifs des responsables des parcs nationaux était d'expérimenter la relation entre les communautés riveraines et les responsables du parc. Ça a, disons, à peu près bien marché et vraiment la collaboration, je parle sous le témoignage de quelqu'un qui sait de quoi je parle, je crois, ça s'est à peu près bien placé et un des gros problèmes, c'est que le retour d'espèces animales, de petites espèces, hein, c'est de petites antilopes, des sylvicapes notamment, des pintades, des singes, des petits singes. Hein. Et de la faune aviaire, ça, il y en avait vraiment beaucoup plus. C'est là que les problèmes ont commencé. Ça veut dire que c'est plutôt la revendication des populations par rapport à la ressource qui commençait à revenir. Alors que pour le Niokolo, il y a quelque chose de commun, probablement, avec les Virunga, où peut-être qu'il y avait tellement de faune que c'était plus, le conflit était plus des communautés riveraines qui exerçaient énormément de pression de braconnage sur le Niokolo, au point que ce n'était pas étonnant que quelques années plus tard, on ait abouti à son classement parmi les sites en péril. Donc, ces conflits sont permanents et je le dis, mais en abrégé, puisque c'est une très longue histoire. Pour le parc du Niokolo, qui fait plus d'1 million d'hectares, en gros, c'est 900 et quelques mille, mais j'arrondis. C'est toujours pas réglé. À Popenguine, ça a été à peu près réglé, mais c'était une toute petite réserve. Mais ça n'a pas empêché la survenance de problèmes ultérieurement, qui sont des problèmes de revendication. Hein. Quand ça marche, on revendique. Quand ça ne marche pas, on dénonce. En général, ça fonctionne comme ça. Cela dit, moi, je ne suis pas un gestionnaire hein, de parc. Je suis un chercheur, enseignant, et en principe, j'ai une mauvaise réputation d'être trop critique. Mais enfin, ça ne m'a pas tué encore. Mais ça veut dire que je pense que pour des jeunes qui sont en formation, la prise de recul et la critique, qu'il ne faut pas avoir peur d'exprimer, bien qu'on soit africain. Hein. Bon, je critique, mais je fais attention aussi, hein, parce que ça peut être très mal pris. Mais en principe, ça marche et c'est un bon élément de jugement ou de compréhension tout simplement de ce qui se passe et de la façon dont on peut décrire cela. Bon, je crois, je ne sais pas si je
complète ou si je conseille, entre guillemets, ce qu'a dit, je crois, M. Jackson de la RDC. Et c'est une petite partie de l'expérience que j'ai vécue au Sénégal, évidemment que je connais le mieux, que je sollicite pour essayer de montrer que les problèmes sont partout, mais les solutions, je ne sais pas où est-ce qu'elles se trouvent pour tout le monde. Non, mais c'est une bonne, deux bons exemples, enfin, si je puis dire, parce que, comme tu l'as souligné, ils sont très différents et forcément ont abouti à des résultats différents et ni l'un ni l'autre a des résultats complètement satisfaisants. Mais je ne pense pas qu'on trouvera, quel que soit dans le monde, hein, quel que soit le lieu, hein, des choses satisfaisantes en matière de conflits hommes-animaux, de gestion des conflits hommes-animaux et de leur gouvernance. Euh, parce que c'est une matière qui évolue. Je prends un exemple complètement hors Afrique, mais c'est par exemple, vous en entendez parler de temps en temps, le retour des loups en Europe. Bon, ça n'a rien à voir avec les éléphants et le fait qu'ils mangent les cultures, mais le simple fait d'avoir un prédateur supérieur qui revient dans nos territoires crée des problèmes là où il n'y en avait pas. Donc, des situations qui étaient totalement sereines, un parc, une réserve qui existe et qui est tout à fait acceptée par ses riverains ou les habitants qui l'occupent, puisque ça arrive évidemment aussi, notamment avec catégorie 5, tout d'un coup, un problème émerge, un problème important, hein, et crée des tensions nouvelles et des besoins de communication, d'échange, de trouver des solutions. Alors, je rebondis là-dessus pour répondre un peu à Jackson, quand même, un peu plus spécifiquement sur le côté éléphant. Et ça serait valable aussi avec les prédateurs, du coup, supérieurs, les lions, les hyènes qui rentrent, qui vont manger des veaux, qui vont attaquer un élevage de volailles, qui vont, etc., voire des humains, hein, dans certains cas. Donc, c'est quand même de vrais problèmes, hein. Bon, les éléphants étant évidemment un vrai problème aussi. Donc, il y a des solutions techniques, et ça, on en a parlé notamment lors du dernier chat, avec, je ne sais pas, des clôtures, avec tout un tas de solutions, même technologiques maintenant, hein, pour repousser les animaux. Mais tout ça, ce sont voilà, des petites solutions, des petites réponses à un très gros problème qui est cette coexistence entre une espèce, donc un parc, et puisqu'il nous reste quasiment ces espèces que dans les parcs, il ne faut pas se mentir, donc entre un parc et les autres utilisateurs de l'espace. Et c'est là que la gouvernance est importante. On pourrait passer des heures à dire on va utiliser du piment, on va mettre des abeilles, on va mettre des ruches, on va mettre des clôtures, on va mettre des clôtures avec 3 fils, 5 fils, 8 fils, des poteaux en métal, des poteaux en bois, penchés à 30 degrés, à 45 degrés, peu importe ça. C'est drôle, on peut passer une très belle journée à discuter de ça, mais en vérité, à la fin, d'abord, les éléphants, on aura du mal à les contenir, quoi qu'il arrive. Donc, il va falloir que les victimes de ces éléphants, et là, en l'occurrence, ce n'est pas les gestionnaires de l'aire protégée, ce sont les populations périphériques ou autres. Donc, les victimes de ces animaux et de leur pression, eh ben, ils doivent arriver à accepter cette pression, ils doivent arriver à comprendre l'intérêt, ils doivent pouvoir l'intérioriser. Et c'est quand même, je vous assure que c'est vraiment extrêmement compliqué. Et Jackson nous a mentionné le fait que les villageois perdent leur culture. Donc, il y a des fois où un troupeau d'éléphants débarque dans un champ de maïs une semaine avant la récolte. Et puis, quand ils repartent du champ de maïs, il n'y a plus de maïs, hein. C'est valable pour le manioc, c'est valable pour tout ce que vous voulez. Donc, pour des gens qui vivent en périphérie d'air protégée, la pression des animaux peut être énorme, elle peut être vitale. Elle met en péril leur propre survie. Et pourtant, il va falloir arriver à faire ce que décrivait Paul un petit peu, que ce soit dans un petit territoire ou dans un grand, ça revient au même. Il va falloir arriver à faire parler les différents acteurs, ceux qui ont différents intérêts, pour trouver quand même un espace commun d'intérêt vivable. Sinon, de toute façon, ça n'est pas viable, hein. Paul connaît bien l'expérience du Niokolo. On peut toujours mettre des armes, on peut toujours mettre des surveillants, on peut toujours faire tout ce qu'on veut, mais si la population, là en l'occurrence ça peut être la population, décide de se débarrasser d'une espèce ou d'une autre parce qu'elle lui pose trop de problèmes ou parce qu'il y a des intérêts financiers ou autres, là on parlerait de braconnage, mais ça peut être simplement les conflits hommes-éléphants, ben on ne l'empêchera pas. Tous les moyens techniques que vous développerez ne parviendront jamais, à moins que vous mettiez tout le monde en prison, hein,
tous les habitants, mais ce n'est pas possible. Donc, il va falloir trouver cet espace où vous avez une certaine partie, voire la plus grande partie de la population qui se positionne pour votre cause, même s'ils comprennent bien que c'est ennuyeux d'avoir des éléphants comme voisins, c'est un problème, mais bon, on va trouver un équilibre, on va trouver un espace pour ces espèces. Si on n'arrive pas à faire cette discussion, la technique ne peut pas marcher. C'est pour ça que je disais en entrée que la gouvernance est essentielle, parce qu'encore une fois, des solutions techniques, on en a plein, mais si les gens ne participent pas, et ce n'est pas forcément que les populations, hein, ça peut être aussi d'ailleurs les gestionnaires et le staff du parc, hein, les gardes et autres, si les gens ne comprennent pas l'intérêt de faire ce qu'il faut, ça ne va pas marcher. OK ? Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Paul, tu veux ajouter quelque chose sur ce point ou on ouvre une autre question? Je crois qu'il faut passer à quelqu'un d'autre, sinon… OK, non, pas de problème. Alors, je vois un SAR au Sénégal. Voilà, Pape. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, Mauvais. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Ndiaye. Bon, c'est vraiment un chapeau pour lui parce que moi également, bon, je suis agent des parcs. J'ai également travaillé dans le Djokolo-Koba. Actuellement, je suis au sud du Sénégal. Bon, j'ai fait une transition pour venir au ministère des Pêches à l'Agence nationale de l'aquaculture. Je travaille également dans les AMP. Donc, je vais un peu intervenir par rapport à la gouvernance dans les aires protégées, ayant travaillé au Nyokolo-Koba et également dans quelques AMP. J'ai travaillé dans l'AMP de Toubacouta, près de la Gambie. J'ai travaillé également dans l'AMP de Joal. Je suis intervenu la semaine passée pour un peu voir les problématiques qui sévissent entre gestionnaires et population riveraine. Alors, mon intervention aujourd'hui va s'intéresser surtout au niveau du problème qu'évoquent les éco-gardes qui accompagnent globalement les agents sur le terrain. Bon, quelquefois, ils sont un peu réticents, ils vous disent que peut-être vous avez une couverture sécuritaire, vous avez des couvertures sanitaires. Donc, la loi vous protège en quelque sorte. Mais eux, ils sont un peu réticents par rapport à certaines décisions ou bien par rapport à certaines entreprises que vous menez sur le terrain. Là également, c'est un réel problème que nous vivons avec les éco-gardes. Alors, une autre problématique également est liée par rapport aux populations riveraines. Donc, on vous dise que bon, nous, l'AMP ou bien l'aire protégée n'a pas d'importance pour nous. Alors, quelquefois également, il y a d'autres qui vous disent que l'AMP est très importante grâce au phénomène de spillover, par exemple, qui permet, par exemple, aux poissons de quitter le milieu protégé pour aller dans une autre zone qui n'est pas protégée, par exemple, et que les pêcheurs pêchent. Donc, les impacts sont là, ils sont réels, mais peut-être ils ne sont pas vus également par la totalité des pêcheurs, surtout les pêcheurs artisanaux. Vous voyez. Donc, pour vous dire que donc il y a une problématique d'appréciation de tous les pêcheurs artisanaux par rapport à l'importance également du parc. Et sur ce également, il y a certains qui vous disent que est-ce qu'il ne serait pas intéressant, par exemple, d'ouvrir saisonnièrement le parc? Parce que de fermer le parc toute l'année, hein, et que vous voyez, je vous l'avais dit l'autre fois, toutes les pirogues artisanales qui vont en mer perturbent la biodiversité dans le parc. Là également, c'est un réel problème. Donc, à ce niveau, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir les objectifs de gestion? Parce que fermer totalement, à telle enseigne que les pêcheurs, s'ils traversent la zone protégée, s'ils voient un banc de poissons, ils le pêchent. En contrepartie, ils vous disent que nous sommes des pêcheurs, on ne peut pas traverser un banc de poissons sans le pêcher. Donc, est-ce qu'à ce niveau également, c'est vrai que peut-être sur une AMP ou bien une aire protégée, quand elle est créée,
peut-être il y a des objectifs de gestion, mais est-ce qu'il n'y aurait-il pas, par exemple, une possibilité de revoir les objectifs de création pour permettre également aux pêcheurs peut-être d'avoir accès à la ressource. Alors, ma dernière préoccupation va porter principalement sur les mêmes personnes. Bon, quelquefois, surtout dans les AMP, hein, j'ai beaucoup travaillé dans les AMP, c'est les mêmes personnes. Donc là aussi, bon, il y a certaines personnes qui vous disent que, surtout au niveau des communautés locales, parce que bon, peut-être si c'est l'administration, bon, régulièrement, il y a des conservateurs qui viennent, des gens qui viennent, qui sont affectés régulièrement. Mais à ma petite expérience, c'est les mêmes personnes qui sont venues des populations locales qui sont là. Donc là également, c'est comme on dirait que ces personnes sont inamovibles, alors que c'est une gestion qui appartient à tout le monde. Donc vous voyez, il faut que tout le monde y participe, il faut que tout le monde met véritablement sa main dans la pâte pour que véritablement qu'il y ait plus de vulgarité, plus d'équité au niveau des personnes. Alors, c'était mes quelques préoccupations. J'étais un peu bavard, mais je pense que ça vaut la peine. Encore une fois, Mouvé, M. Ndiaye, on vous dit un grand merci parce que de la pertinence des cours et également des mots. Je vous remercie. Merci, merci bien. Ben, je vais laisser Paul, puisque là on est au Sénégal. Moi je retiens, bon, il y a plusieurs questions, mais l'histoire des éco-gardes qui est importante. C'est pas partout qu'il y a des éco-gardes, donc c'est intéressant de discuter de ça et de leur inclusion. Et puis bon, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Pape, donc Paul, je te donne la parole. Merci beaucoup. Son intervention est partie des questions sur lesquelles, au moins depuis, disons, les années 86, à bientôt faire 40 ans, que, évidemment, je travaille avec le service des parcs qui est devenu direction des parcs, etc. Et ces questions-là se posent. En écoutant Pape Sarr, j'ai peut-être compris tout ce qu'il ne sait pas de l'historique de toutes ces questions qui ont été expérimentées, notamment celle du corps des éco-gardes. Je ne sais pas s'il sait que depuis 2003, par exemple, il y a un protocole qui avait été signé entre l'organe qui structurait les éco-gardes partout au Sénégal, du nord, depuis le Djoudj jusqu'au sud, c'est-à-dire le Niokolo, la Basse-Casamance, etc. Et il y a des corps d'éco-gardes qui avaient été reconnus, évidemment, en fonction, là c'est la gouvernance administrative, en fonction des responsables qui y sont, ils ont plus ou moins considéré ou pris en compte ces éco-gardes qui étaient installés dans les sites. Et en fonction de la réceptivité du conservateur, ça a été plus ou moins efficace selon les lieux. Dans certains lieux, ça a été très efficace. Je parle notamment de Popenguine. Et puis, ça s'est étiolé. Alors qu'à côté, ça a été efficace et ça allait rester. C'est juste à côté, à la Sorbonne. Bon, comme Pape Sarr est quelqu'un qui dit qu'il a fait beaucoup de sites, c'est heureux de le dire. Le niveau d'implication des éco-gardes d'eux-mêmes ou à travers les conservateurs a été très différent. L'autre chose qui est extrêmement importante, c'est que les éco-gardes sont des bénévoles. Et parfois, ce bénévolat a quelque chose de positif, il a aussi quelque chose d'extrêmement dangereux, dans la mesure où c'est des appuis, mais les éco-gardes proviennent tous des lieux, des différentes aires protégées. Et donc, il est difficile de généraliser. D'ailleurs, bon, je le dis entre parenthèses, le mois dernier simplement, on a terminé avec une association à laquelle je participe depuis longtemps, on a terminé un ouvrage qui va être, comment dire, imprimé ces jours-ci, terminé sur justement cette question du bénévolat à travers les corps des éco-gardes. Depuis, disons, les années 90 jusqu'à
leur reconnaissance officielle par la direction des parcs nationaux à travers le protocole dont je viens de vous parler. Et ça permettra de savoir un peu certaines trajectoires de ces corps d'éco-garde au Djoudj, à la Langue de Barbarie, à Gumbel, au Madeleine, à Popenguine, à la Somone, au Nyokolo, au Saloum. Ah non, pas au Saloum, ça n'en fait pas partie. Ce qui veut dire que son problème est vraiment une question qui a été traitée, je le dis, hein, pas par la direction, mais par l'association à laquelle je participe, mais dans laquelle il y a énormément d'anciens membres de la direction des parcs nationaux. Il y a beaucoup de colonels qui font partie de cette association-là, ce qui veut dire que c'est un problème important. Et je rebondis simplement pour ne pas prendre trop de temps sur une autre question qu'il a soulevée et qui est importante. C'est-à-dire que c'est un peu la question de la restauration ou des écosystèmes ou de la biomasse à la suite de la mise en défense d'un espace, qu'il soit marin ou terrestre. Et très souvent, il y a une revendication d'accès. Et ça, ce sont des questions extrêmement fréquentes. Et l'une d'elles, il ne l'a pas évoquée en tant que telle, mais il a évoqué des sites à côté. L'une d'elles, c'est à Bamboum, où jusqu'à présent, la revendication la plus forte, c'est la revendication d'accès au chenal dans lequel il y a énormément de ressources à la suite de sa mise en défense. Et les gens disent qu'il y a de l'abondance, maintenant il faut exploiter. Bon, le problème, c'est que ceux qui ont contribué, c'est-à-dire les populations directement concernées, qui ont réalisé cette mise en défense, qui a montré son efficacité, sont contre, alors que c'est les autres qui viennent des zones où il y avait de cette mise en défense, qui reconnaissent évidemment la reconstruction des stocks, qui veulent accéder à ça. Ce qui veut dire qu'il y a toujours le problème du droit, mais une fois que la ressource a été reconstituée, et ce n'est pas facile à traiter de façon équitable, parce que je souligne un mot qu'il a utilisé, équité tout à l'heure, et qui dépend toujours de celui qui demande l'équité. Parce que là, on a des problèmes, enfin, on a les gestionnaires, parce que moi, je ne suis pas un gestionnaire, je suis un chercheur ou un enseignant, comme vous voulez. Et l'équité n'est pas facile à établir selon ceux qui la revendiquent. Et donc, il y a une question de légitimité, entre guillemets, parce que je ne suis pas juge non plus. Il y a d'autres questions qu'il a soulevées que j'aurais bien aimé discuter avec M. Sarr et tous les autres stagiaires de la question. La question des représentants, parce qu'il y en a qui étaient légitimes à un certain moment, mais dont peut-être la légitimité a été perdue. Et il y a d'autres questions également qu'il a soulevées, mais que je ne peux pas aborder simplement en regardant le temps qui passe, et vous n'avez fixé qu'une heure. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres mains qui sont levées, c'est pourquoi je me réserve. Mais ne vous en faites pas, ce sont des questions qui ne sont pas exclusives au Sénégal. Moi, j'évoque ces exemples-là parce que je les ai vécus, je les ai étudiés, j'ai même contribué à beaucoup d'écrits que je ne signe pas, mais qui sont toujours disponibles au niveau de la direction des parcs nationaux. Monsieur Sarr, je suis heureux de faire votre connaissance. Peut-être que nous nous reverrons plus tard, enfin, avant que mon cerveau ne me trahisse. Hein. Ben, juste, non, mais de toute façon, c'est pas très grave parce qu'en traitant une question, on répond généralement en avance aux autres questions. Donc, c'est jamais du temps perdu pour les prochaines questions. Juste, je rebondis sur deux petites choses qu'a évoqué Pape. Bon, la première, tu l'as mentionné, tu l'avais dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que tant que ça marche pas, on dénonce l'air protégé en disant ça va pas bien. Et puis quand ça marche et qu'il y a effectivement une ressource, on revendique cette ressource, qui fait qu'il y a des gens qui font des efforts pour protéger, et puis d'autres qui voudraient tout simplement récolter le fruit des efforts passés. Donc ça, c'est une permanence hein, dans la gouvernance. Et c'est pour ça que je voulais dire à Pape que, évidemment, des pêcheurs qui traversent un banc de poissons, ils ont envie de le pêcher.
Mais si l'aire protégée est là pour protéger les poissons, ça ne fait pas de sens de les pêcher. C'est comme si on disait les villageois qui traversent une forêt qu'on a protégée, sous prétexte qu'ils ont une tronçonneuse, il faut leur laisser couper les arbres. Je veux dire, ça n'a plus de sens. À ce moment-là, il n'y a plus de territoire protégé. Une aire protégée, elle protège. Alors, il y a des aires protégées où on peut récolter des bambous, du bois, du poisson, du gibier. Tout dépend des objectifs et des statuts. Mais il n'est pas choquant d'accepter et donc de discuter avec les populations qu'une ressource accessible, existante, ne soit pas prélevée. C'est un bien commun, c'est la tragédie des communs. Sinon, ça veut dire que chaque fois qu'il y a une ressource disponible, on va la prendre. Donc, c'est pas de la gestion d'aires protégées et c'est certainement pas de la bonne gouvernance que de revenir sur des acquis de la conservation parce que finalement, il y a des revendications. Parce que, comme l'a dit Paul, des revendications, il y en a toujours, il y en aura toujours, et il y en aura toujours dans l'avenir qui viendront, surtout si l'aire protégée marche. Donc, il faut trouver un équilibre là-dessus. Et l'autre point, mais je pense que ça reviendra peut-être dans d'autres questions, mais qui est très important que tu ne soulignes pas, c'est le côté inamovible de certains représentants. C'est-à-dire que quand on fait de la gouvernance, alors je tempère un peu ce qu'il a dit, parce qu'il a dit, oui, dans l'administration, nous, ça change, on est remplacé, etc. Ce n'est pas tout à fait aussi vrai. Par expérience, j'ai quand même vu des gens rester pendant des décennies dans l'administration, pas forcément au même poste, mais avec tout à fait le même impact, et souvent le même impact négatif. Donc, il faut tempérer ce qu'il a dit sur le changement. Mais c'est vrai que de l'autre côté, si je puis dire, de la table, avec les populations, parfois, on se dit, tiens, on parle avec les populations et finalement, on ne fait que parler avec de petits groupes d'intérêt qui ont capturé la parole des autres. Et du coup, on croit construire de la gouvernance qui va être comprise par tous, par le groupe, et en fait, pas du tout. On parle avec des individus qui ne représentent pas les autres, ou en tout cas ne leur parlant pas. On ne fait pas de la gouvernance, on fait juste une discussion avec un petit groupe. Et c'est aussi dangereux que de ne pas faire de discussion du tout, parce qu'il y aura autant d'incompréhension au final, et autant de frustration au final. Bon, ok, on bouge un petit peu. Je voudrais donner la parole à, alors je ne sais pas comment on dit, Gnaé, je ne sais pas comment ça se dit. Ouais, toi là. Voilà, exactement. Ok, merci beaucoup. Et ben, c'est Niaé. Ok. Ok, c'est Niaé. Alors, je suis de la Côte d'Ivoire et je ne suis pas un spécialiste en gestion des aires protégées et je me suis intéressé à la question parce que récemment, mon ONG, qui est l'Organisation des jeunes africains pour le développement et l'émergence, a eu un appel à projet qui est financé par le ministère des Affaires étrangères de Pays-Bas sur une problématique, la protection des aires protégées. Alors, la problématique qui nous a été soumise, c'était face à l'agriculture extensive, de proposer des initiatives qui vont préserver le parc national du Mont Péco à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Alors, donc, nous avons proposé l'initiative de promotion de l'agriculture bio. Et la phase de sensibilisation a été menée du 14 août au 18 août dernier. Alors, lorsque nous avons parcouru les 4 villages sur 30 villages riverains, le projet a choisi 4 villages pilotes. Et lorsque nous sommes passés dans ces villages-là, il y a une question qui revenait dans toutes nos phases. Alors, le parc, il faut dire qu'il a 34 000 hectares. Et donc, dans la crise militaro-politique de la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a vécue de 2002 à 2011, il y a eu des clandestins qui ont agressé le parc et qui ont transformé ce parc-là en des véritables champs de cacao. Et donc, après la crise, l'OIPR, qui est l'Office national, l'Office des parcs et réserves, l'Office ivoirien des parcs et réserves, qui est en charge de ce parc-là, a déguerpi, selon le responsable que j'ai rencontré après la mission, il m'a dit qu'ils ont déguerpi à 100% ces clandestins et le parc est en train de se reconstituer. Et donc, les riverains, il y a eu un problème maintenant entre l'OIPR et les riverains. C'est-à-dire que dans le processus de déguerpissement de ces riverains-là, l'Office national a vu qu'ils ont imposé des nouvelles limites.
Alors, ces nouvelles limites-là ont exproprié les agriculteurs riverains autochtones de leurs plantations. Et donc, il y a une véritable tension entre l'EIPR et les populations riveraines. Donc, dès que nous sommes arrivés, il y en a qui nous posent la question, est-ce que vous travaillez en collaboration avec l'EIPR sur ce projet? Nous avons dit non, que nous ne sommes pas financés par l'EIPR. Et ça, c'est un préalable que les populations posent. Parce qu'ils disent que si nous venons de la part de l'EIPR, alors on n'est pas les bienvenus. Donc, il y a une tension entre l'EIPR qui gère les parcs là et les riverains sur la nouvelle limite qui a été imposée lors du processus de déguerpissement des clandestins agriculteurs. Voilà, donc voici un peu comment arriver à concilier. Et quand j'ai vu vraiment que le MOOC sur les aires protégées existe, alors automatiquement, je me suis inscrit et j'ai fait quand même mon petit bonhomme de chemin avec vraiment l'expérience que vous m'offrez pour que je sois plus outillé à vraiment travailler sur ce projet-là. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Bon, c'est vraiment un sujet qui doit s'appliquer à la plupart des parcs. Alors, bon, le contexte ivoirien et la crise du début des années 2000 rajoutent une couche à ça, évidemment. Mais sinon, cette histoire de définition des limites, de limites qui changent dans le temps, d'ailleurs, on en parle pas mal dans le MOOC, mais c'est un sujet important. Comment est-ce qu'on peut y répondre par une bonne gouvernance? Là, je transmets la question à Paul. Ouh là là, ça c'est une question qui ne peut pas être limitée en une heure seulement. L'exemple qu'il donne, on peut le retrouver presque partout en Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale, puisque j'ai quand même travaillé au Tchad et j'ai vu ça où les conflits, ce n'est pas une décennie, hein, là c'est plusieurs décennies. Indépendamment des conflits, quand on sait l'origine de presque tout le réseau des aires protégées en Afrique de l'Ouest, une origine coloniale, hein, et déjà c'était contesté à cette époque-là, dans les années 30, 40, 50, et une origine postcoloniale où ça a été fait d'autorité, hein, et c'est un problème qui est récurrent. Maintenant, quand à ça s'ajoutent parfois des problèmes de conflits politiques qui non seulement n'avaient pas réglé la situation intérieure et permis d'apaiser, et qu'un conflit comme celui de la Côte d'Ivoire survient et qu'il faille rétablir, disons, la légalité, c'est-à-dire les limites du parc, et que cette légalité, à supposer qu'elle soit légitime, soit dépassée par le fait qu'il y a débordement des limites antérieures au conflit, c'est des problèmes dans des problèmes et d'autres problèmes. En réalité, Côte d'Ivoire, Tchad, oui, même en Guinée, hein, il y a des exemples qu'on peut sortir, ce qui veut dire que ce sont des cas qui doivent probablement être étudiés à l'occasion de sessions de formation comme la vôtre. J'ai beaucoup d'exemples en tête, mais je n'ai pas le temps d'en développer certains, même un ou deux, mais je pense que vous posez la question non seulement de la délimitation sur laquelle Geoffroy est revenu tout à l'heure, mais également sur la question de la cohabitation, conservation, développement. Et là, c'est un problème qui n'est pas facile à résoudre. D'abord parce que les politiciens, bon, je ne suis pas un politicien, mon appréciation de cette classe n'est pas très, très positive, mais c'est un autre problème, c'est un autre débat. Et les politiciens, en général, ils tranchent pour les plus nombreux, les plus forts, c'est-à-dire les populations, quel que soit le bien fondé de la revendication, parce qu'ils veulent des électeurs. Bah, et ça, on ne peut pas le traiter dans une session de formation comme celle-là. Et par contre, tout le monde est conscient que la mise en défense, mais ça peut rapporter, le problème c'est que ça rapporte en un temps très long, et quand l'acquis est constaté, en général, la demande d'accès, c'est ce que Geoffroy a rappelé tout à l'heure,
la demande d'accès est faite par des gens qui n'avaient peut-être pas été victimes et qui sont en droit de dire que bon, nous avons été victimes de ceci, cela, on demande réparation ou restitution de nos droits, etc. Mais là, vous posez une question qui est très, très intéressante, celle des victimes collatérales, c'est-à-dire les 34 000 hectares qui ont été reconquis par l'OIPR. Eh bien, j'ai l'impression que ça fait plus de 34 000 hectares et il y en a qui disent, bon, pourquoi ne pas faire comme les autres, etc. Ce sont des cas qui ne sont pas exclusifs à la Côte d'Ivoire, qu'on peut retrouver presque partout comment dire, en Afrique de l'Ouest. Et je pense qu'il y a même certains conflits très, très actuels dans le nord Bénin, qui était pourtant loin du Sahel et pas agité auparavant, qui sont probablement expliqués, je mets bien des guillemets, hein, par le fait qu'il y a des mécontents qui en profitent pour fragiliser ou le W ou la Pendjari dans ce cas-là. C'est un problème qui est vaste. Je ne peux pas développer trop longtemps puisque le temps passe malheureusement très très vite et il y a encore quelques mains tendues. Alors je crois c'est pour, je ne sais pas, rassurer ou ne pas le rassurer, pour dire que la réponse n'est pas facile à trouver, mais ce n'est pas spécifique à la Côte d'Ivoire seule. Et je pense que même pour la Côte d'Ivoire et la Comore, il y a quand même des situations, parce que j'ai connu certains gestionnaires de la Côte d'Ivoire, mais qui ne sont plus en activité, je crois. Enfin, ils sont comme moi, quoi. Ils ont cédé la place à d'autres. Je me permets de m'arrêter là pour le moment. Ouais. Oui, j'insiste juste sur ce que tu as dit, je ne vais pas le répéter, mais c'est très important de garder l'histoire d'un parc, comme de tout le reste, c'est valable dans tous les pans de la société, mais l'histoire d'un parc, il n'y en a pas une, il y en a plein. Selon qui la raconte, à quelle époque, à quel moment, pour quelle raison. Donc, c'est exactement ce qu'a dit Paul. Aujourd'hui, après la crise, tout à l'heure, on nous a dit, bah oui, alors il y avait des migrants, je ne sais pas comment on a dit ça, des envahisseurs. Alors ceux-là, on les a mis dehors. Quelque part, il y a une certaine légitimité à les mettre dehors. Bon, si on leur demandait à eux, ils ne vont pas dire que c'est légitime qu'on les mette dehors. Ils vont dire, ah ben, on était arrivé là, on avait été chassés ailleurs, on était réfugiés, on aurait dû nous laisser. Bon, ok, pourquoi pas. Les autres qui sont autour, on nous a dit, bah oui, mais eux, ils étaient là, autochtones. Bon, alors qu'est-ce que c'est que quelqu'un d'autochtone en Afrique de l'Ouest? C'est extrêmement compliqué, c'est des pasteurs, des gens qui bougent tout le temps, tout le temps. Mais enfin, on veut bien leur donner une certaine légitimité, et cette légitimité d'être là, hein, d'où vient-elle? De quelle époque? Est-ce qu'ils étaient là avant le parc, ou est-ce qu'ils sont venus s'installer 10 ans après sa création, 20 ans, 30 ans, et ils ont bénéficié des retombées parfois positives, etc., etc. Et en fonction de tout ça, chacun va trouver la légitimité qu'il veut à ses propres revendications. Donc, il y a quand même derrière l'existence d'un parc des textes, des règles, des objectifs qui méritent d'être quand même parfois considérés. Comme l'a dit Paul, si on met un politicien au Mont Péco et qu'il veut être réélu à la fin de l'année, il va entamer, chanter les chansons de la population plutôt que celles du parc, parce que les gens du parc, ils ne votent pas pour lui, d'abord, ils ne votent même pas. Donc, il a plutôt tendance à écouter les populations qui revendiquent, à dire, bah, tiens, on va faire comme ce que ces populations. Même si ce n'est pas juste, même si ce n'est pas correct par rapport à l'histoire du parc, même si les populations qui réclament quelque chose, peut-être n'ont pas à le réclamer, parce que c'est totalement déplacé. Je ne dis pas que c'est le cas partout, hein. Il y a des tas de situations où il y a des revendications légitimes, mais il y a aussi des tas de situations où des gens viennent, comme on l'a décrit tout à l'heure pour les pêches, et disent, bon, bah, tiens, il y a du poisson, c'est notre poisson. Alors qu'ils n'étaient pas là 8 jours avant, hein, et que les gens qui ont protégé les poissons ont fait en sorte qu'il y ait ces poissons. Et il faut faire le tri du vrai du faux, parce que sinon, on ne s'en sort pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les revendications. Au contraire, il faut les écouter, les prendre en compte, les analyser, y répondre. C'est ça la gouvernance. Mais ce n'est pas parce que des gens revendiquent, même s'ils revendiquent très fort, même s'ils agitent les bras ou ils font beaucoup de bruit ou qu'ils ont des appuis politiques, qu'il faut forcément leur donner raison. Parce que parfois, et j'aurais tendance plutôt à dire même souvent, ils n'ont pas raison. Ils veulent juste récupérer un bien public qui est là, et pour tout un tas de raisons qu'on peut comprendre, eh ben, ils vont réclamer des choses qui
qui ne leur sont pas forcément dus. Donc, il faut faire très attention donc, dans tes projets là, sur les différents villages, etc., les approches que tu as, bien analyser ce qui est dû de ce qui ne l'est pas, et faire le tri entre ce qui est juste et pas juste, les limites, où sont-elles, est-ce qu'on a étendu ça? En général, il n'y a pas beaucoup enfin, j'en connais aucun même, hein, pour être honnête, de parcs qu'on étende. C'est l'inverse. Hein, c'est toujours on grignote, on rapetisse, on grignote. Et même quand on grignote et qu'on rapetisse, il y a toujours quelqu'un pour dire oui, mais moi, avant, j'étais encore plus loin à l'intérieur des nouvelles limites qui sont plus petites que celles qu'on avait au début. Alors bon, à moins de créer un nouveau parc, mais c'est rare qu'on étende, voire, encore une fois, moi personnellement, je ne connais aucun exemple actuellement en Afrique de parcs qui s'étendent. C'est exactement l'inverse qui se passe. J'arrête là et je passe la parole à Prisca, qui lève la main depuis longtemps, qui doit être ivoirienne aussi. Prisca, est-ce que tu nous entends? Prisca, pas Godefroy, hein, Prisca. Je ne sais pas si elle a disparu. Alors, Jacques, bonjour. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, Jacques. Oui, voilà, bonjour. Et je remercie vraiment le professeur pour la formation de qualité. Donc, ma question est de savoir, en première, dans les cas où le foncier et la faune en Afrique vraiment de l'Ouest ont des statuts différents, comment appliquer une gouvernance adaptée à ces contextes? Donc, ma deuxième question, c'est par rapport au droit d'usage. Le droit, vu qu'aujourd'hui, on voit que la population augmente et qu'il y a un droit d'usage qui est là, est-ce que le droit d'usage n'est-il pas une menace pour une gestion vraiment durable des AP? Et enfin, selon vous, experts dans le domaine vraiment de la gouvernance des aires protégées, donc quel type de gouvernance en Afrique de l'Ouest a enregistré plus de succès en termes vraiment d'assurer la conservation ainsi que les services écosystémiques? Et enfin, c'est par rapport aux aires protégées qui n'ont pas un plan d'aménagement et de gestion. Donc, comment il faut s'y prendre pour vraiment la conservation de ces ressources? Merci bien. Merci, Jacques. Du Burkina, c'est ça? Non, c'est du Mali. Ah, du Mali, ok. Oui. Paul? Merci. Ça, c'est un voisin qui pose 4 questions et j'ai l'impression que la nouvelle manie chez nous, les universitaires, là, de faire un exposé d'une thèse en 180 secondes, c'est ce qu'il me demande de faire. Bon, je vais essayer et redevenir étudiant. Parce qu'il y a le foncier, le droit d'usage, la gouvernance à succès et les aires protégées sans PAG. Ça fait 4 thématiques qui sont très... Bon, pour le foncier, je pense que ce que Geoffroy a dit tout à l'heure indique bien, puisque jusqu'à présent et jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun parc qui ne soit pas, enfin, aucune aire protégée qui ne soit pas sans foncier, que ce foncier soit marin ou qu'il soit terrestre. Ça veut dire que c'est un problème de spatialité des aires protégées. Évidemment, dès qu'on parle du foncier, il y a les limites et les conditions dans lesquelles les limites ont été établies. Et ces conditions sont toujours contestables parce que ceux qui n'ont pas le bénéfice de l'accès seront toujours en position de contestation, quelle que soit la légalité ou la légitimité de l'accès. Et j'avoue que c'est comment dire, c'est très fréquent. Bon, je passe rapidement à la deuxième question et qui est un peu connectée à la première parce que Geoffroy dit qu'il n'a pas mémoire d'un parc qui s'est un peu agrandi. Moi, j'en ai justement un qu'il connaît bien, mais dont il ignore l'agrandissement, c'est le Niokolo, justement, du côté est où il y a eu une attribution d'un permis d'exploration, puis après d'exploitation, et qui fait partie des raisons pour lesquelles le Sénégal est en conflit ouvert avec l'UNESCO,
dire l'usine d'or de Mako, ben, c'est une zone qui a été l'un des responsables des études qui ont été faites très longtemps, entre les années 97-18 jusqu'en 2000, et qui ont permis d'ailleurs au Sénégal de se mettre en conformité avec ses engagements auprès de la communauté internationale, c'est-à-dire l'UNESCO avait réclamé depuis 1971, et ça n'a été concrétisé qu'en 2002, c'est-à-dire presque 30 ans après, pour vous dire voilà les limites en accord avec les populations, etc. Bon, et l'extension, c'était la partie sud-est, ce qu'on appelle le Galéa-Kouko. Et c'est moi qui ai fait les études. Hein. Et 10 ans plus tard, on a trouvé qu'il y avait de l'or à la limite. Et je pense que tu as entendu Geoffroy parler du grand raffut là, qui a été constaté, ce qui veut dire que c'est un gros problème. Maintenant, enfin, c'est un exemple d'une extension qui a créé un problème, y compris de mise en situation de classement sur la liste des sites en péril du réseau du patrimoine mondial. Alors, pour ce qui est du droit d'usage, je crois que c'est M. Guindo hein, du Mali qui a posé ce droit d'usage. Bon, le Sénégal a une particularité avec presque tous les autres pays francophones d'Afrique de l'Ouest, puisqu'il y a une distinction entre l'exploitation qui est confiée aux eaux et forêts, qui est une direction à part, et la conservation qui est confiée à la direction des parcs nationaux, qui est une autre direction. C'est assez typique du Sénégal, et d'ailleurs, ça c'est depuis presque le début de l'indépendance, hein, dans les années 67, 68, 69, où Senghor disait que bon, les forestiers ils ont assez à faire avec le reboisement pour ne pas leur confier la conservation. Ça, c'était la doctrine qui est encore jusqu'à présent. Et maintenant, pour me raccorder à la question du droit d'usage, il est reconnu pour les forêts classées, alors qu'il est exclu dans les zones considérées comme des aires protégées. Et j'avais préparé un document très, très bref, je ne sais pas si j'aurai le temps de l'exposer, pour montrer cette particularité, puisqu'il n'y a pas de droit d'usage à l'intérieur des zones qui sont considérées comme aires protégées, enfin, effectives et surveillées, qui sont du ressort des parcs nationaux et non pas des eaux et forêts. Alors, dans le droit d'usage, il est respecté, mais ça ne concerne pas vraiment ce que vous considérez comme des aires protégées pour ce qui concerne le Sénégal. Et donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui réclament le droit d'usage, faire paître leurs animaux ou aller chercher des produits de cueillette, etc., même si formellement c'est exclu à l'intérieur des aires dites protégées, tout au moins dans le cas du Sénégal. Maintenant, gouvernance à succès. Là, je vais parler rapidement comme Geoffroy. Enfin, il y a des succès, mais ils ne sont pas pérennes. Hein. Parce que dès qu'il y a succès, il y a revendication, disons, d'accès aux ressources. Parce que s'il y a succès, ça veut dire que les ressources sont reconstituées. Et en général, il y a, disons, accès par etc. Et malheureusement, ce n'est pas toujours ceux qui sont légitimes. Le succès m'a amené à le dire tout à l'heure, c'est celui de Bamboum, c'est-à-dire un axe du réseau du Saloum Alors moi, attends, Paul, là, on t'entend mal, là. Ou alors je suis le seul, non? Ou bien tout le monde entend mal, Paul, non? Ok. Mais on reconnaît que ça ne marche pas complètement parce qu'il y a trop de poissons alors qu'à côté, il n'y en a pas. J'ai l'impression que les poissons ne sont pas idiots, mais s'ils ne sortent pas, ils savent qu'il y a des gens qui les attendent juste à la limite du bras qui... Bon, ça sort quand même, mais ils estiment qu'il y en a tellement plus qu'il faudrait mettre des filets de pêche directement dans le bras. Maintenant, les AP sans péage. J'ai l'impression que ce ne sont pas réellement des AP, hein, parce que s'il y a une aire protégée qui n'a pas de péage, je ne sais pas quels sont ses objectifs.
de gestion. Et donc, il y a une mise en forme ou une conformation à la raison même de cette aire protégée, surtout qu'actuellement, l'aire protégée n'est pas, elle ne se décide pas toute seule, hein. Il faut des initiateurs, qu'elles soient communautaires, qu'elles soient d'État. En général, il y a toujours une initiative et cette initiative doit être concrétisée. Donc, c'est un problème, même si je sais que même dans mon pays, il y a quelques-unes des aires protégées ou qui n'ont pas, ou qui ont des PAG qui sont tellement obsolètes que je me demande si c'est vraiment des PAG. Bon, bref, le débat est large. J'essaie simplement d'esquisser quelques éléments de réponse pour participer au débat ou aux questions que vous soulevez et que je ne peux pas ni résoudre, ni même aborder superficiellement, intégralement dans le temps qui nous est accordé. Geoffroy, je suis pas sûr d'avoir tout. Okay, ouais. Mais ce que merci. Je peux esquisser, non, juste pour compléter, Jacques, je ne vais pas revenir là-dessus, mais il y a beaucoup de documents sur papaco.org. Hein. Alors, ils sont ou ils ne sont pas mentionnés dans le MOOC. Hein, donc, mais il ne faut pas hésiter à les regarder là, parce qu'on a fait des études, notamment sur ces questions très importantes du droit foncier versus, enfin, donc les différents types de droits fonciers. Et il y a des grosses différences entre les différentes régions d'Afrique. Il y a des grosses différences entre pays anglophones et pays francophones qui ne reposent pas sur les mêmes bases de droit. Mais au-delà de ça, même à l'intérieur des pays francophones ou des pays anglophones, il y a beaucoup de différences. Je prends un exemple simple mais illustratif, puisque tu as parlé d'usage et des comparaisons foncier-faune, propriété de la faune. Je prends un exemple plus parlant parce que c'est du côté du secteur entre guillemets privé, mais au Kenya, par exemple, le foncier appartient aux gens. Donc, quelqu'un est propriétaire d'un territoire qu'il va, par exemple, pouvoir transformer en aire protégée. Ça sera donc une aire protégée qui appartient à un privé. Ça ne veut pas dire que la gouvernance sera privée. Ça va dépendre de qui gouverne. Mais en tout cas, le terrain appartient à un individu ou une communauté. Et en même temps, la faune qui occupe ce terrain n'appartiendra pas à la communauté ou au propriétaire. Jamais. Donc, la faune est toujours la propriété de l'État. Alors, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, hein, je vous décris une situation. Donc, au Kenya, les animaux qui sont sur ton champ appartiennent à l'État. S'il y a un éléphant qui traverse ta réserve ou ton champ de maïs, il appartient à l'État. Donc, tu ne peux pas le tuer en disant, bah, tiens, c'est mon éléphant puisqu'il est chez moi. Donc, la gouvernance s'appliquera au territoire, mais pas à la ressource, qui est là, dans ce cas-là, la faune. Une situation assez similaire en Afrique du Sud, où le droit foncier est le même, quasiment. Hein. Donc, le sol va appartenir à des individus qui peuvent faire tout seul ou en groupe une réserve, par exemple, mais les animaux qui occuperont ce territoire appartiennent aux individus aussi. Ça veut dire que le même éléphant qui traverserait une réserve ou un champ en Afrique du Sud, la personne qui gère le champ ou la réserve pourrait, par exemple, capturer l'éléphant ou tuer l'éléphant parce que c'est son éléphant à partir du moment où il est sur sa propriété. Donc, c'est évidemment, ces droits, et c'est pour ça que ta question était très intéressante, Jacques, influencent complètement la façon dont on va gouverner ensuite la gestion soit du territoire, soit des ressources ou des éléments qui l'occupent. Donc, je vous invite. Alors, il y a autant d'exemples qu'il y a quasiment de pays, hein, parce que ça va être différent en Botswana, ça va être différent en RD Congo, etc. Donc, je vous invite à regarder dans les documents qu'on a publiés, dont certains portent sur ces aspects-là, et pour avoir parfois des exemples sur ce qui se passe ailleurs. Ce n'est pas toi qui vas pouvoir transformer ce qui se passe au Mali juste parce que tu penses que ça serait mieux et que c'est mieux ailleurs. Mais enfin, au moins, c'est bien de savoir la pluralité de ces approches parce qu'il n'y a pas un modèle unique. Ce n'est pas écrit dans le marbre. Ce n'est pas la peine de s'accrocher à un modèle qui ne marcherait plus. Peut-être il faut évoluer et il y a toute une déclinaison entre le droit foncier et le droit d'usage qui permettent de mélanger ces choses-là. Je voudrais juste, parce qu'on a dépassé l'heure, mais donner la parole à un autre Jacques qui a demandé la parole il y a longtemps. Et ça sera le dernier. Je suis désolé pour Bienfait Mbodji. Enfin, à moins que Jacques ne soit plus avec nous. Ouais, merci Jacques. Vas-y. Oui, moi c'est Jacques. Je suis en RDC. Je suis agent du Parc national de Virunga. Et pour répondre peut-être ou ajouter à ce que Jackson a dit, j'aimerais intervenir par rapport
à la problématique des conflits homme-animal. En fait, vous savez que le parc national de Virunga est situé dans une zone instable et il y a plusieurs paramètres qui influencent l'envahissement. D'abord, la population est pauvre. Donc, cet envahissement est associé à plusieurs paramètres. La pauvreté de la population et la présence des groupes armés dans les parcs. Cela influence l'envahissement du parc. Et par là de la sortie des animaux en dehors du parc, le parc est en train de mettre en place un grand programme qui consiste à construire une clôture électrique autour du parc pour empêcher la sortie des animaux. Et plusieurs kilomètres ont été déjà construits, c'est dans le secteur du centre, dans le secteur du nord et dans le secteur du sud pour empêcher la sortie des animaux. Et aussi, le parc a intégré ce programme de développement. Ce programme intervient dans l'agriculture, dans la petite et moyenne entreprise et dans l'électricité pour essayer d'atténuer ces problématiques. Alors, peut-être une petite question que j'aimerais poser, c'est par rapport à cette population même. La population est en train d'augmenter, donc il y a une surpopulation autour du parc. Et les besoins en terre s'augmentent aussi. Il y a un besoin de terre. Alors, que faire pour pallier à ces problèmes? Parce qu'il y a des lois qui protègent les parcs. Les parcs sont protégés par des lois. Et pour modifier ces lois, il faut que les députés interviennent, ce qui n'est pas vraiment facile. Alors, que faire pour pallier à ces problèmes? Parce que les populations ont besoin de terre, la population est pauvre, et il y a la présence des groupes armés dans les parcs, il y a tout ce qui est autour de cette problématique qui peuvent influencer aussi les efforts des gestionnaires du parc. Ok. Merci, Jacques. Paul, encore des questions difficiles et puis très vastes. Est-ce que tu veux répondre très brièvement? Merci. Je crois que je l'ai esquissé tout à l'heure à travers la relation conservation-développement, qui est une relation qui est posée, parce que les questions de croissance démographique, d'augmentation de la pauvreté, d'accès à la terre sont des questions qui sont en concurrence avec la raison même d'être des aires protégées. Je rappelle que à l'époque coloniale, bon, c'est valable pratiquement pour tous les pays africains, francophones, anglophones ou arabophones. À l'époque coloniale, la plupart des aires protégées étaient situées sur des zones où le patrimoine, disons, la population animale sauvage était importante, ou alors les terres étaient suffisamment pauvres pour être consacrées à la conservation. Évidemment, les temps ayant changé, cette situation est remise en cause et c'est valable presque partout. D'ailleurs, quand on regarde les plus vastes aires protégées en Afrique de l'Ouest, elles sont situées dans des zones pratiquement aux confins, pour ne pas dire autre chose, la Comoé ou le Nyokolo ou le W ou la Pentarie, etc. Quand on regarde bien la géographie de ces aires protégées, c'est aux limites extrêmes de la plupart de ces pays et ça correspondait en général à des zones peu peuplées, inaccessibles ou pauvres. C'est pas facile à aborder cette question de légitimité de la conservation par rapport aux ambitions de développement que tous les gouvernements prônent. Le deuxième point qu'il a soulevé, c'est la question de la clôture. Bon, c'est une solution de très court terme et la clôture, bon, elle permet de reconstituer peut-être rapidement les habitats, mais ce que moi j'ai vu, c'est que la clôture permettait aux animaux sauvages qui résiduels autour d'entrer justement dans le parc pour être protégés, non pas pour les faire sortir et accéder aux champs qui sont de l'autre côté de la barrière. Bon, c'est pour dire que ce n'est pas simplement pour interdire la sortie, mais ça peut inciter à l'entrée d'une partie de la faune et c'est pourquoi les
petits mammifères sont les premiers à bénéficier de cette clôture et ne se risquent pas trop à sortir parce ils savent plutôt ce qui les attend dehors. Bon, c'est un commentaire large pour dire qu'on a une question réelle, lourde, majeure, dans laquelle le décideur, c'est le politicien, il ne faut pas l'oublier. Et le politicien, bon, si on met $1 million, il dit oui, je consacre ça à une aire protégée, mais si ça bouge et que les échéances électorales approchent, bon, il va gérer ça avec ses partenaires, mais il va régler le problème du développement parce que les électeurs sont là et ils bougent. Bon, je n'en dis pas plus pour dire qu'il y a de la géopolitique derrière tout ça. Merci, Paul. C'est bon, effectivement, on peut pas. De toute façon, c'est le cœur du sujet, hein, Jacques. Hein, donc, il n'y a pas de réponse toute faite à cette vaste question de la coexistence développement-conservation, ou la coexistence ou l'antagonisme, ça dépend comment on les aborde et qui les manipule, en particulier, alors là, dans l'est de la RDC, en particulier dans une région comme celle des Virunga, où il y a beaucoup d'instabilité politique, d'instabilité sécuritaire, sanitaire, etc. Enfin, il y a toutes les couches de problèmes qui se superposent. Et en même temps, c'est la principale zone de biodiversité de l'Afrique, hein. Donc, voilà, quand on est dans les Virunga, on est très, très mal, hein, parce qu'on est là où il faudrait vraiment faire des efforts de conservation majeurs, parce que c'est une zone irremplaçable. Et en même temps, comme l'a dit Jacques, un endroit où il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, etc. Mais enfin, des gens qui sont pauvres, il y en a partout. Il n'y a pas besoin d'être en Afrique, hein. Vous pouvez être dans n'importe quelle grande ville aux États-Unis ou n'importe où, ou en Europe, hein. Et ces gens qui sont pauvres, voire parfois dans une logique de survie, hein, ont des revendications évidemment qu'on considère toujours légitimes, mais comme l'a dit Paul, il y a un moment, il faut que des décisions soient prises. Est-ce qu'on conserve des territoires parce qu'on veut les conserver, ou est-ce qu'on ne peut pas les conserver parce qu'il y a des urgences plus pressantes de type développement qui font qu'on ne va pas les conserver? Et bon, moi, de mon côté, évidemment, je défends quand même la préservation de ces territoires et la préservation intelligente de ces territoires. Il faut trouver les meilleurs équilibres avec les revendications, encore une fois légitimes, et la conservation. Mais il faut quand même faire de la conservation, parce que sinon, c'est super facile d'être gestionnaire d'un parc où on ouvre la porte et on dit, bon, ben, venez vous servir, puisque vous avez faim ou vous avez soif, de toute façon, prenez tout ce qui est là. Et bon, il n'y a plus de conservation. Je vais en finir là-dessus. Je conclus juste pour dire que dans un mois, en décembre, enfin un peu plus d'un mois maintenant, il y a la Convention sur la diversité biologique qui se réunit, hein, et donc en l'occurrence au Canada, hein, mais sous la présidence chinoise. Mais le sujet de la convention, de cette COP, ça va être le 30, ce qu'on appelle le 30 par 30. On en a déjà parlé dans ces chats, hein, et c'est-à-dire comment est-ce qu'on étend la surface de conservation de la nature, ça ne veut pas dire les aires protégées, hein, mais ça veut dire des moyens de conservation à 30% du territoire. Comme vous le savez par cœur, puisque vous avez tous fait le MOOC et que vous avez tous compris ça, aujourd'hui, on est à peu près autour de 17% de la surface de la planète. Ce n'est pas tout à fait vrai, hein, 17% en théorie. Il y a beaucoup de territoires qui n'existent pas vraiment, mais enfin, on dit qu'on est à 17%. Eh bien, demain, c'est-à-dire dans la décennie maintenant, entre maintenant et 2030, on veut aller à 30%. Donc, vous voyez le discours qu'on a actuellement, qui est de dire « Ah bah oui, mais bon, il y a des besoins, il y a des gens, ils voudraient rentrer. » Mais en fait, le mouvement global, il est de dire que si on ne pousse pas les territoires protégés, ce n'est pas des aires protégées, mais des formes de protection sur différents territoires à plus que 17%, mais qu'on vise 30%, si on ne fait pas ça, on va perdre la biodiversité. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Et les scientifiques qui travaillent là-dessus, ils disent si, et même 30%, ça ne suffit pas, hein. Donc, si on ne fait pas plus de protection, plus de conservation, on perd la biodiversité. Et ce n'est pas un mensonge, hein, je veux dire, je le dis sous contrôle de Paul. Toutes les études, pas qu'en Afrique, partout sur la planète, montrent la disparition importante, rapide, massive de la biodiversité. Donc, on ne peut pas juste être assis et dire bon, il y a des problèmes à régler là tout de suite, donc on les règle. En vérité, il faut voir plus loin et se projeter dans le fait qu'il faut qu'on arrive à faire de la conservation les 10 prochaines années, mais aussi les 30 prochaines années, le siècle qui vient, et concilier, comme l'a mentionné Paul et Jacques d'ailleurs,
développement et conservation, mais pas remplacer conservation par développement ou vice-versa. Il faut trouver des façons intelligentes de faire de la conservation, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Sinon, il n'y aura plus d'éléphants dans 20 ans, il n'y aura plus de lions. C'est le cas, enfin, c'est ce que vous voyez. Encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis. Regardez les chiffres, regardez les statistiques. On a perdu 85% de la grande biodiversité des parcs africains a disparu dans les 35 dernières années. On parle de 85% de la biodiversité des parcs africains qui a disparu en 35 ans. Donc, si on fait encore 35 ans comme ça et qu'on enlève encore 85% aux 15% qui restent aujourd'hui, il ne reste rien. Donc, voilà, c'est un choix politique. On peut dire tant mieux, formidable, bravo. Je pense que quand on veut faire de la conservation, ce n'est pas cette approche-là qu'on doit choisir, mais c'est plutôt d'essayer de trouver des façons intelligentes. Il y a de la technique, on a parlé des clôtures, oui, non, pourquoi pas, dans certains cas, parfois ça marche pas, parfois il en faut de façon temporaire, etc. etc. On ne va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, je voulais apporter ce petit point de vue, qui est d'ailleurs déjà dans le MOOC. Hein. Il faut quand même garder la conservation au cœur du sujet des aires protégées, qui restent des territoires de conservation, sinon ce n'est plus des aires protégées, même si on y fait du développement. Bon. Ok, donc voilà, je voulais vous remercier. Je te laisserai juste un mot de conclusion, Paul, juste dans 1 minute. Juste vous dire, sous contrôle de Madeleine qui fait tout, hein, qui pilote ça magnifiquement depuis le début. On a enregistré la session, donc elle sera en ligne comme les précédentes chats hein, sur notre chaîne YouTube. Donc vous aurez ça sur Facebook, tout ça, le lien et tout ça, ça sera bien expliqué. Et dans d'éventuels emails à ceux qui sont inscrits à la session des MOOC, donc vous recevrez l'info. Donc ça, première chose, vous pouvez revenir sur ce chat et le diffuser aux gens qui n'auraient pas pu le suivre aujourd'hui. Donc simplement le lien, ça sera sur YouTube, c'est super. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. J'avais plusieurs points, mais du coup, j'ai oublié. Le prochain chat, quand même, ça j'y pense, il a lieu je ne vais pas dire de bêtises, le 1er novembre. Le 1er novembre, donc il portera, lui, plutôt sur le suivi écologique. Et on aura un autre invité qui sera Emmanuel Emma, qui est donc un intervenant du MOOC Suivi Éco. Hein, donc on aura le même type de discussion dans 15 jours, hein, à peine. Donc ça, c'est aussi une super nouvelle. Ah oui, voilà ce que je voulais dire. Les questions écrites que Madeleine a récupérées, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout traiter, hein, on y répond dans un document qui sera lui aussi accessible à tous nos inscrits des MOOC. Et vous trouverez donc les réponses aux questions que vous avez gentiment posées sur le chat ou d'autres. Hein, vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment. Et je vous rappelle, les forums des MOOC, ça vous les connaissez, mais vous pouvez les utiliser. Les groupes Facebook en français et en anglais, où vous pouvez là aussi ouvrir des débats. Et les sujets qu'on a abordés là tous sont des sujets à débat. Je veux dire, il n'y a pas de réponse unique. C'est vraiment des questions qui ouvrent des débats, chacun avec son expérience, son vécu, sa culture, ses convictions. Hein, ce que je vous ai dit là, ce n'est pas forcément la vérité vraie, c'est mes convictions et Paul aussi, hein, c'est ce que nous pensons. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous n'avez pas le droit d'avoir un avis opposé ou différent. Et dans ce cas, c'est bien de nous en faire part dans ces forums. Paul, ayant été trop long, je te donne la parole pour clore. Je remercie Madeleine encore une fois pour la logistique qui marche bien et vous tous pour votre participation en espérant vous retrouver dans les forums, dans les groupes ou au prochain chat. Et Paul, maintenant, je te laisse conclure. Merci à toi d'avoir participé à cette session. Je suis content d'y avoir participé. Je m'attendais à des questions plus dures, mais celles-ci sont très bienveillantes, il n'y a pas de problème. J'avais dit tout à l'heure en commençant que c'est, disons, jeune, mais par rapport à moi, hein, puisque c'est une simple question de différenciation. Je représente le futur et ils doivent avoir la conviction que les problèmes ne sont pas simples, mais je souhaite qu'ils trouveront les réponses à ces problèmes parce qu'il s'agit d'avenir et il y a une question, enfin une constatation qu'il faut faire, c'est le côté irréversible de la biodiversité, parce que si on la perd, eh bien c'est définitif. Et c'est dans ce cadre-là que leur intervention après leur formation est extrêmement importante pour sauver ou disons, améliorer ce qui doit l'être de ce point de vue-là. Et j'ai de l'espoir parce que je vais avoir enseigné pendant 45 ans de ma vie.
je pense que c'est important de former les gens et qu'ils puissent traduire les résultats ou les acquis de la formation de manière opérationnelle. C'est un souhait, j'espère qu'il sera réalisé par tous ceux qui subissent ces formations et évidemment, je remercie les responsables de cette formation, Geoffroy et toutes les personnes qu'il tire là, derrière lui. Et malheureusement, j'en fais partie, même si ma cadence est devenue un peu plus lente là. Mais ça, en tout cas, bon courage et bonne suite à tout le monde et merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à tous et à la prochaine fois. Bonne journée. Merci.